Bonjour à tous, les cérémonies de vœux sont terminées. La campagne des élections municipales peut donc reprendre et s'intensifier. Et pour la décrypter, nous nous retrouvons chaque semaine, toute l'actu des municipales dans le Gard et l'Hérault en partenariat avec Midi Libre. Et pour le quotidien régional, un journaliste habitué de nos plateaux, c'est Vincent Coste. Bonjour Vincent. Bonjour. Ils nous ont rejoints eux aussi, vous les connaissez maintenant, nos deux experts. D'abord le politologue Michel Crespi, bonjour Michel. Bonjour. Et puis Laurent Blondiot, bonjour Laurent, et consultant en communication pour l'agence Wonderful. Vous allez nous parler cette semaine de tweetomètre, c'est ça? Tout à fait, oui. Intéressant, un concept intéressant, un baromètre hebdomadaire que vous détaillerez tout à l'heure. Et puis bien sûr un invité politique, c'est vous, René Revol, bonjour. Bonjour. Chef de file régional du Front de Gauche, co-responsable départemental du Parti de Gauche. Vous êtes aussi maire de Grabel et candidat à votre propre succession. On va se lancer directement, si vous le voulez bien, dans l'actualité de la semaine. Et cela va concerner le Front de Gauche, René Revol. En fin de semaine dernière, le maire sortant UMP de Sète, François Commayne, inaugurait son QG de campagne devant 500 personnes. Un petit pas de danse au passage, pas mal de danse, vous allez le voir d'ailleurs. Et puis voilà, il danse très bien, le maire de Sète. Et un discours et un direct du gauche en direction du candidat Front de Gauche, justement François Liberty. Et puis un tacle général en direction des autres candidats. On va écouter François Commayne. Presque 45 ans de contestation stérile, de misérabilisme à monter les Sétois contre les autres sur la base d'une idéologie totalement périmée. Mais les Sétois ne sont pas dupes et ne se laisseront pas tromper par des populistes d'où qu'ils viennent, ni par des peu chers, envieux, inodores et sans saveur, ou un télévangéliste halluciné. Il va fort sur François Liberty, François Commayne. C'est le jeu de la campagne, René Revol. C'est déplorable. Il doit y avoir des débats de fond à l'occasion d'une élection municipale. Est-ce que vous mesurez à quel point les citoyens sont excédés par les ambiances dans lesquelles les uns et les autres s'en vont des noms d'oiseaux? Il faut avoir conscience de la situation dans le pays. Et donc, il faut aborder les choses sur le fond. Et dès que vous abordez les questions sur le fond, vous voyez tout de suite que vous êtes écouté. C'est aussi tendu à Grabel? Comment? À Grabel, c'est aussi tendu ou non, un peu plus calme? Non, c'est plus tranquille. Hein. C'est une petite commune. Voilà. Vincent Coste, justement, sur C'est une question de responsabilité, Grabel. justement, la qualité des débats, la tenue des débats. Oui, ben, pour avoir la qualité des débats, c'est les acteurs du débat qui doivent la donner. C'est-à-dire qu'il faut aborder des questions de fond. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'agglomération de Montpellier. Bon, on va laisser peut-être la régie publique de l'eau aujourd'hui pour un autre jour, si vous voulez, mais on peut en parler. On en parlera tout à l'heure. Si vous le souhaitez, on pourra en parler. Mais par exemple, la question du passage de l'agglomération en métropole. D'accord ? Donc vous avez par exemple, sur les 31 communes, s'il y a 16 communes qui se prononcent contre en conseil municipal le passage en métropole, elle ne se fera pas. Oui, c'est le cas pour Montpellier et Brest, hein, qui ne passent pas automatiquement en métropole. Donc moi, je m'adresse à tous les candidats aux élections municipales des 31 communes en disant n'attendez pas le conseil municipal dans une ambiance feutrée du mois de mai-juin pour prendre la décision. Dites aujourd'hui devant les électeurs si vous êtes pour, vous êtes contre la métropole pour qu'ils puissent choisir dans ce cadre-là. Et menons le débat sur avantages et inconvénients de la métropole. Moi, je suis contre et je suis prêt à mener ce débat. Or, vous voyez que personne ne l'aborde vraiment aujourd'hui, ce débat. Vous êtes favorable à la clarté avant même le premier tour sur cette question. On se déclare pro ou... Et que les gens sachent pour qui ils votent, ce qu'il fera une fois qu'il sera élu. Donc il y a une vraie discussion au niveau de l'agglomération de Montpellier sur cette question de la métropole. J'aimerais qu'elle ait lieu sur le fond. Parce que je ne dis pas que ceux qui sont pour la métropole disent des bêtises. Je dis que ça se débat. Moi, j'ai une position, je voudrais qu'on en débatte publiquement. Et que sans démagogie, chacun mette les arguments pour que les électeurs puissent choisir sur le fond. Laurent Blondiot, dans la communication, la question de la métropole, justement, dans cette campagne, pour le moment, elle est inexistante. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Oui, elle est absente. Alors effectivement, c'est en partie la responsabilité des candidats à la poser sur la table, parce qu'effectivement, comme l'a dit René Revol, il va y avoir des votes concrets ensuite par les conseils municipaux et ensuite à l'agglomération. Mais je pense que de toute façon, moi je trouve qu'il n'y a pas encore de campagne, je le dis chaque semaine, mais alors on est plutôt du côté du 31 Les programmes arrivent juste, hein, on l'a dit, il y a la séance des vœux. J'ai l'impression que d'abord, effectivement, il y a une population qui est un petit peu fatiguée de ce que disait René Revol, juste d'une espèce de jeu politique troublé par des petites phrases, etc., à laquelle se prêtent consciemment, il faut le dire, les médias. Mais je pense qu'effectivement, on va, je pense, assister à une campagne qui va être très brève et qui va, hélas,
plus la campagne est brève, moins on aura le temps de parler du fond. Michel Crespy, est-ce que c'est un sentiment qui date de 2014 ou est-ce qu'à chaque fois, chaque municipal, la campagne est relativement brève sur un mois ou un mois et demi ? C'est pas seulement le municipal, c'est l'ensemble des élections qui est beaucoup plus court, beaucoup plus concentré et qui passe de moins en moins par les moyens traditionnels. Ça a vraiment changé les campagnes électorales de nature. Vous avez maintenant beaucoup plus de porte-à-porte, beaucoup plus de phoning, de choses comme ça, beaucoup plus via Internet, Facebook, Twitter, etc., etc. Et c'est en partie la conséquence des lois qui interdisent complètement l'affichage ou quasiment, qui limitent énormément les budgets de campagne, qui ont assaini la vie politique dans certains moments, mais ont changé la forme des campagnes. On va revenir à Montpellier dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on parle de Nîmes un moment, et que, notamment à gauche, beaucoup d'agitation. Jean-Paul Boré, communiste à la région, conseiller régional, mais candidat indépendant à Nîmes, qui a effectivement encore fait une réunion importante il y a une dizaine de jours. Et puis la candidate Front de gauche, Sylvette Fayet, qui a communiqué aussi cette semaine. Ça a l'air un petit peu complexe à Nîmes sur justement ces candidatures. Ça l'est aussi à Montpellier, et on pourra en dire un mot, mais c'est pas simple au niveau du Front de gauche. Le Front de gauche de Nîmes s'est rassemblé, je m'en félicite. Vous savez, j'ai enseigné longtemps à Nîmes, je connais bien Nîmes. Sylvette Fayet a tout mon soutien et ils sont arrivés à rassembler toutes les composantes du Front de gauche, ce qui n'est pas le cas partout. D'accord ? Ils sont rassemblés. Et sur ce, ils se retrouvent avec le soutien d'une proportion non négligeable d'Europe Écologie Les Verts qui s'est retrouvée dans ce programme, ce n'était pas donné. Et donc ils fournissent une offre politique qui est relativement claire sur le fond. Voilà. Maintenant, il y a M. Boré qui continue son aventure personnelle. Après avoir été avec M. Fraîche, il veut aujourd'hui faire son aventure personnelle. On ne connaît pas encore toute sa liste. Voilà, on va voir s'il la présente. Libre à lui. Mais la responsabilité au niveau du Front de gauche, c'est qu'on ait une cohérence sur le fond et qu'il y ait une cohésion de ceux qui y participent. Voilà. Une différence avec d'autres villes où cette cohérence n'existait pas. Avec Montpellier, par exemple, quel regard portez-vous sur la situation à Montpellier ? Sur la situation montpelliéraine ? D'abord, je me félicite que la candidate à Montpellier ne soit pas un vieux cheval de retour, qu'on ait produit une véritable rénovation au niveau du Front de gauche avec Muriel Ressiguier. Elle est arrivée à rassembler en dehors du parti de gauche les deux autres courants du Front de gauche, c'est-à-dire le Parti communiste français qui a voté quand même à plus de 90% des voix pour une liste de Front de gauche, et d'autre part, une sensibilité anticapitaliste historique sur Montpellier avec Francis Viguier. Ils ont fait ce regroupement n'était pas évident, elle est arrivée à le réaliser, c'est très positif. Je constate effectivement que des élus communistes qui n'avaient pas dans le vote rassemblé plus de 14 personnes pour les défendre ont décidé, là aussi de manière personnelle, de suivre Jean-Pierre Moore. Donc là, c'est pas une aventure personnelle. Ils rejoignent le candidat socialiste. Personnel et ils avancent en fait leur bilan avec le Parti socialiste en disant qu'effectivement ils veulent continuer à travailler puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'ils sont dans la majorité socialiste à Montpellier, ce qui peut peut-être depuis 1977. Depuis 1977, ils n'ont jamais été autonomes au premier tour. Et donc, par rapport à l'histoire de la gauche sur Montpellier, il est clair, si vous voulez, qu'il fallait qu'après les résultats qu'on a obtenus aux différentes élections précédentes, je rappelle quand même que Mélenchon a fait 17% à Montpellier, que moi je me suis présenté aux législatives, j'ai fait plus de 12%, donc alors que je ne suis pas nécessairement montpelliérain au départ, donc voilà, et que les législatives n'étaient pas faciles pour nous, et bien dans ces conditions-là, il y a un public à Montpellier qui veut construire une autre gauche. Voilà, et il faut lui donner la possibilité de se construire. Là, j'ai assisté l'autre jour, pas beaucoup de temps, je me consacre à ma commune, mais à des réunions sur les quartiers populaires, le Petit Bar, Aiglong ou la Paillade. Il commence à y avoir un intérêt pour une autre gauche que celle qui existe là depuis toujours. Michel Crespy, justement, sur ces divisions, alors ces multiples, ces candidats multiples dans le Front de gauche, sortis du Front de gauche, des dissidents d'une certaine manière, à Nîmes et à Montpellier, comment on peut analyser cette situation ? C'est très fréquent, ça affecte très souvent tout le monde, notamment quand il n'y a pas une reconduction en totalité, suivant les mêmes alliances de la liste sortante. À partir du moment où certains partis se détachent de la majorité dont ils faisaient partie, ils se coupent en deux. Une partie reste avec l'ancienne majorité, une partie part de manière autonome. Donc chaque fois que vous avez une recomposition, vous avez ce genre d'éclatement.
À Montpellier, il y a aussi le cas de l'UDI, un peu plus complexe à comprendre. Ça change un petit peu de semaine en semaine. C'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu la même chose parce que vous avez d'une part des gens qui faisaient partie de la majorité sortante et qui veulent y rester, et puis d'autre part d'autres qui veulent faire une liste autonome de leur côté ou aller avec l'opposition. C'est difficile de savoir qui est vraiment investi. Anne Brissot, visiblement, est investie pour l'UDI et donc est resté, a fait alliance avec l'UMP. Joseph Francis, lui, effectivement, le président UDI de l'Hérault, dit aussi être investi. Donc pour le moment, c'est un peu... il faut qu'il demande d'abord l'eau, mais il est à l'hôpital. Et puis s'il y a un point commun entre l'UDI et le Front de gauche, c'est la composition de ces mouvements, composés eux-mêmes de divers mouvements et partis, qui n'aident pas à une position homogène, nationale, identique et rigoureuse partout sur le territoire. Laurent Blandiot. Moi, je pense que c'est aussi les affres de la décentralisation. C'est-à-dire, on avait avant des partis nationaux très forts qui imposaient dans des structures non démocratiques des candidats. C'est encore un peu le cas, entre guillemets, à l'UMP, qui a une tradition, entre guillemets, bonapartiste. C'est vrai que la décentralisation plus la démocratisation des partis, de fait, avec des assemblées générales militantes locales, amène aussi à ce genre de situation. Et c'est vrai que pour revenir au point de départ sur la connaissance de l'électeur, en tout cas son intérêt par rapport aux campagnes, il y a une difficulté à comprendre la cohérence. Prenons l'UDI ou le MoDem, de s'allier ici avec la gauche, là-bas avec la droite. Une difficulté effectivement pour un électeur du Front de gauche qui a été tenté par Jean-Luc Mélenchon de comprendre la stratégie du Parti communiste, que ce soit au présidentiel ou au municipal. Je pense que c'est aussi au parti à remettre entre guillemets de la cohérence, ou en tout cas à se tenir à la cohérence décidée à un moment donné. D'accord. Je suis bien d'accord avec ça. C'est-à-dire que la question qui se trouve posée, c'est que Montpellier nous a donné l'image d'une compétition pour occuper une place, et non pas d'une compétition sur un projet. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, il y avait l'héritage de Georges Frêche, et certains se sont dit, si j'arrive à être en tête, c'est moi qui récupère l'héritage. Ils se sont déchirés pendant 1 an et demi. Bon, il en sort un parmi d'autres qui récupère la place, mais il est clair que l'habit est trop grand, et que donc il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas là pour récupérer un héritage. Mais même, moi, je vois même pour moi, dans ma petite place, je suis sortant. Mon objectif, c'est pas simplement de dire voilà ce que j'ai fait, je suis légitime parce que je suis sortant, ça n'a aucun sens. Tous les 6 ans, vous retournez devant l'électeur, c'est une nouvelle fondation, c'est une refondation. Et donc vous êtes là et vous devez porter un projet pour la cité dans laquelle vous êtes. Donc aujourd'hui, Montpellier est à la croisée des chemins sur beaucoup de questions centrales. C'est-à-dire, est-ce que l'image de la surdouée est toujours là? Elle a été écornée. Quel type de solidarité? Quel type de lien? Il commence à y avoir une ségrégation par quartier. Comment on la combat? C'est des vrais sujets. Si le débat s'engageait là-dessus, peu m'importe, que ce soit Moore, Sorel, n'importe qui, que le débat s'engage là-dessus et qu'on soit porteur d'une réponse cohérente à ce sujet. On peut ne pas être d'accord, mais je n'entends pas encore dans la campagne de Montpellier de réponse sur ces sujets. Ce n'est pas parce qu'on va faire une réunion publique avec le président de la CCI qu'on est nécessairement porteur d'un projet économique. Ce n'est pas comme ça que ça se joue. Donc, au niveau du Front de gauche, nous cherchons à essayer de construire une cohérence au niveau du discours. Nous disons, nous sommes dans une des villes qui est les plus chères du point de vue de l'immobilier, dans le sud de la France, et en même temps une ville dans laquelle il y a 27% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 900 € par mois. Donc il y a peut-être un problème. Comment on le règle? Donc le résultat, vous assistez aujourd'hui à une ségrégation dans la ville de Montpellier, très claire, qui est liée au logement, qui est liée à l'absence d'emploi. Et donc là, il faut une stratégie au niveau économique comme au niveau social pour savoir comment on redonne finalement une impulsion à la ville de Montpellier. Et ça, c'est un vrai débat de fond. Nous, on le ressent parce qu'une ville comme la mienne, elle est liée à la situation de Montpellier. Donc là, il y a une vraie discussion de fond à mener. Et j'aimerais que la campagne, même si elle est courte, ça je suis d'accord, pas grave qu'elle soit courte, si c'est clair, si les choix sont clairs, mais que la campagne soit l'occasion de poser ces choix clairs. On va faire une pause communication, la campagne de ces municipales avec vous, Laurent Blandiot. C'est quoi donc le tweetomètre? En fait, c'est une structure qui s'appelle opsweb.net, qui s'est alliée avec France Info et qui, toutes les semaines, va éditer un baromètre de la twittosphère politique à partir de ces élections municipales. Donc, on va voir à l'écran le trafic, premier, en fait, le trafic, effectivement. Tweet, Alors, lié à la on le voit à l'écran, donc c'est un premier tweetomètre qui est sorti donc la semaine dernière. Et donc, dans les villes de plus de
de 200 000 habitants, on voit que Montpellier figure, avec beaucoup... Alors, on sait pourquoi le trafic. Alors là, c'était sur la question de l'UDI, notamment. Il y a eu une espèce d'emballement général. Voilà. Et sur Nîmes, on était plutôt sur le maillage pour tous, qui, à un moment donné, etc. Ce qui est intéressant sur Twitter... je crois que M. Revol n'a pas de compte, d'après ce que j'ai pu vérifier. Pas encore, oui. Encore. Je vais y mettre. En fait, Twitter, pour donner un éclairage, il y a à peu près 300 000 vrais utilisateurs par jour en France qui tweetent régulièrement, etc. La politique représente à peu près 1% des tweets. Ah bon ? Oui, il faut être modeste. L'essentiel des tweets est sur les réactions par rapport à ce qui se passe à la télévision, et singulièrement les programmes, etc. Donc la réalité, vous voyez, c'est pas sur Twitter qu'on va... C'est pas la nouvelle Agora, si je puis dire, soyons clairs. Après, donc 1%, globalement, on a une ville, Montpellier, on parle de Montpellier et Nîmes, puisqu'elles sont sur le classement. Si on avait une ville identique à donner, je vais vous donner Bordeaux. Donc par exemple, M. Domergue, qui est le premier encore aujourd'hui, a 1363 abonnés Twitter. Donc on est sur une ville de 270 000 habitants. M. Moore a 1058, M. Sorel 354, France Jamais 1230 et votre candidate Front de Gauche en était, il y a quelques heures encore, à 244. Voilà. D'accord. Pour mémoire, à Bordeaux, M. Juppé, qui effectivement a été ministre et Premier ministre, et je vous signale depuis peu la personnalité politique préférée des Français, comme quoi 20 ans plus tard, tout peut arriver. 92 000 abonnés, et Vincent Feltès, qui est président de la communauté urbaine de Bordeaux socialiste, qui est son challenger pour les élections municipales, est à 12 000. Donc c'est vrai que, voilà. Mais on sent, de toute façon, il y a toujours eu beaucoup plus d'activité dans le Sud, comme si l'oralité naturelle du Sudiste se retrouvait sur les réseaux sociaux. Bon. Après, le réseau social, Twitter, il chatte. Le réseau social, c'est 140 caractères. Alors, M. Revol, qui est amateur de formule, donc, récemment sur les soldes pour les élus communistes, est-ce qu'en 140 caractères, vous vous sentez de donner des... J'ai quelques formules dans mon sac que je sortirai bientôt. D'accord. Bon, on va continuer sur les candidats. Alors, oui, effectivement, qui sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Ce sont deux nouveaux candidats, et notamment à Montpellier. Ce sont deux candidats d'hiver droite. Un assureur, Denis Paulet, on va aller voir à l'image, ancien membre de l'UMP. Il a déclaré sa candidature cette semaine lors d'une conférence de presse. Et puis, donc vous le voyez. Et puis, il y a Georges Piccolo, qui est candidat aussi d'hiver droite, qui lui, effectivement, est... D'après ce qu'il nous dit, très actif. Le voilà, Georges Piccolo, sur les réseaux sociaux. Il a fait une conférence de presse aussi de lancement de sa campagne cette semaine, ce qui porte à 9 le nombre de candidats, Laurent Blandiot, pour Montpellier. Juste une précision, parce que se dire candidat, c'est une chose. Déposer une liste de 67 noms à Montpellier avant 6 mars, c'en est une autre. Donc il y a un jeu médiatique qui consiste à dire j'y vais pas, etc. Aujourd'hui, et je pense que la note des préfets qui était hier dans le Canard enchaîné sur l'inquiétude et l'usure des maires, la difficulté à trouver de nouveaux candidats, singulièrement dans les villes de moins de 3500 habitants, se vérifie aussi sur une ville comme Montpellier. La campagne, en tout cas, des municipales et les programmes des candidats qui commencent à être dévoilés. Il était un petit peu temps, on est à la fin du mois de janvier. L'exercice des vœux étant terminé, on passe aux choses sérieuses. Cette semaine, un thème revenait à droite. On peut l'imaginer. Pour Montpellier, c'est la sécurité. D'abord à l'UMP, conférence de presse de Jacques Domergue, avec son monsieur sécurité du MoDem, Félix Allary, qui est l'ancien patron du SRPJ de Montpellier. Et puis, il y a eu aussi une conférence de presse avec le candidat Joseph Francis, patron de l'UDI, qui a donné des chiffres sur les effectifs de police municipale et ses ambitions en la matière. On va écouter successivement Félix Allary et Joseph Francis. Moi, ce que je souhaite, c'est créer une police au niveau de la métropole, c'est-à-dire environ 50 policiers. Cette police métropolitaine, qui sera sous l'autorité du président de la métropole, viendra en appui dans les communes en fonction des événements. Je prends pour exemple, vous avez une série de vols par effraction, de cambriolage dans un quartier de Castelnau ou de Saint-Jean-de-Védas. Les gendarmes, ils ne peuvent pas être là constamment. Eh bien, on enverra 10 ou 15 policiers qui viendront renforcer. Il convient aujourd'hui de donner un signal fort pour mettre en place les moyens nécessaires, appliquer les décrets en place, faire de la sécurité de proximité, comme je l'ai dit, 24 heures sur 24. Donc oui, j'ai dit et je répète qu'aujourd'hui, la norme nationale veut que nous ayons 260
260 policiers dans la ville de Montpellier. Il ne faut pas qu'il y ait 260 permanents, il faut qu'il y ait 260 en équivalent temps plein. 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau des policiers qui sont embauchés. Le deuxième, c'est le niveau des réservistes. Et le troisième, s'il y a besoin, on fait appel à la sécurité privée pour le gardiennage ou d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions chaudes, si j'ose dire. René Revol, votre sentiment sur cette thématique de la sécurité? Non, moi, la sécurité n'est pas Et cette guerre des chiffres aussi, sur le nombre de policiers municipaux. Surtout depuis que je suis maire, je pense que la sécurité, ça fait partie des droits de l'homme fondamentaux. Voilà. Il y a différents niveaux de sécurité. Donc j'aborde ici le niveau de la sécurité publique et non pas les autres niveaux de sécurité qui ne sont pas à négliger non plus. Le fait qu'on n'ait pas un toit, qu'on n'ait pas de travail, ça fait partie de l'insécurité générale. Mais je reste sur la sécurité publique. Et sur cette sécurité publique, il y a une confusion des genres. Parce que les compétences actuellement qui sont définies par la loi, pour ce qui est de la police nationale et la gendarmerie, pour ce qui est de la police municipale, ou pour ce qui est du simple relation de voisinage, ne sont pas les mêmes compétences. Et que vous pouvez multiplier les policiers municipaux. Si ces policiers municipaux n'ont pas les compétences de la police nationale, c'est de l'affichage. Ça ne sert à rien. Donc moi, je vois au niveau de ma commune, j'ai une police municipale. Voilà, le principe, c'est à peu près un policier municipal pour 1000 habitants. Bon là, c'est finançable par nos communes. Au-delà, ça devient difficile. Et je suis dans la moyenne de l'agglomération. J'ai une convention avec la gendarmerie. La gendarmerie circule régulièrement. Il y a une bataille commune. Et puis on me dit, ah oui, il faut installer les voisins vigilants et mettre des yeux partout, là, pour qu'on ait le sentiment d'être surveillé. Ben non, moi je vais installer les voisins solidaires. Pas pareil. C'est-à-dire que les comités de quartier, les gens se connaissent. Les gens rentrent en relation avec les uns les autres. Et par là même, ce n'est pas simplement une surveillance pour savoir s'il y a un individu particulier qu'on ne connaît pas qui vient chez le voisin, mais c'est aussi de s'apercevoir que la vieille dame à côté, elle est malade et qu'il n'y a plus personne pour lui porter les courses, et que si vous créez ce tissu social de terrain, si vous arrivez à créer un climat qui est plus favorable à la sécurité, déshumaniser un quartier, vous êtes sûr que l'insécurité augmente. Vous le savez très bien, d'ailleurs, les chiffres des sociologues sur cette question sont suffisamment clairs. Lorsque dans une résidence, dans un quartier, le taux de rotation est élevé, c'est-à-dire que la fixité de la population sur le quartier est faible. Le contrôle social, c'est-à-dire le regard qu'on a sur les jeunes dans la rue, sur ce qui se passe, etc., est faible, et à ce moment-là, l'insécurité augmente. Donc, c'est tout un ensemble, et c'est pas simplement « Ah, moi je vais doubler les policiers, eh bien, doubler les caméras ». Non, c'est un ensemble d'une politique, parce que quand vous êtes élu, vous avez la responsabilité de la sécurité civile et publique. Michel Crespi, vous voulez intervenir sur cette question-là? Que la sécurité soit un thème fort, ça fait 50 ans que c'est le cas. Elle arrive tantôt première, tantôt deuxième, au pire troisième des thèmes préférés des Français, avec le chômage. Bon, il y a 2 ou 3 thèmes comme ça. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle intervienne aussi fort dans une campagne municipale. Parce que la sécurité, c'est quand même une compétence de l'État, fondamentalement. On apprenait à la faculté que les compétences régaliennes de l'État, c'était celles qui étaient minimales. Ce que tout État devait faire, c'était assurer la sécurité. Et maintenant, on a l'impression de plus en plus que l'État se désengage complètement et qu'on évolue vers une situation à l'américaine où l'État s'occuperait d'une espèce de FBI français qui se porterait sur les crimes graves. Et puis tout le reste, c'est... Le maire devient un shérif après Et le maire devient un shérif. Oui, c'est à peu près ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a un instant dans l'extrait que vous passiez. Et ça, c'est une évolution quand même de fond qui est préoccupante. Et cette question traverse tout le pays puisqu'on en parle à Grabels, à Montpellier ou à Paris, puisque je crois qu'hier c'était une des questions fortes du débat entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo, la création ou non d'une police municipale à Paris où il n'y en a pas, une candidate étant pour et l'autre contre. Donc la police municipale, la sécurité en général et la police municipale en particulier peut être au cœur de cette campagne. C'est sur la police municipale, il faut définir son rôle. La police municipale, c'est une police de proximité, de lien. Notamment, il faut faire très attention à la mobilité professionnelle et géographique, parce qu'elle n'a plus la mémoire de la population. Si vous gardez une même police municipale sur 5 ou 6 ans, les gamins qu'elle encadre à la sortie de l'école quand ils ont 10 ans, quand ils ont 16, 17 ans, qui font éventuellement des conneries, on les connaît très bien, on peut intervenir. Si vous n'avez pas cette mémoire, si vous multipliez un public qui se balade habillé en policier, ça donne un sentiment de sécurité, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Ce sera le mot de la fin, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle spéciale municipale. Joseph Francis.